l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous poursuivons notre conversation avec Frédéric Keck, philosophe, anthropologue et directeur de recherche au CNRS, qui vient de publier aux éditions La Découverte Delcourt et avec Héloïse Chauchois à l'illustration, la bande dessinée « Les animaux malades des humains au procès des zoonoses ». Bonjour Frédéric. Bonjour Juliette. La semaine dernière, nous avons refermé l'épisode sur les controverses qui existent autour des vaccins. Cela m'amène aujourd'hui à ouvrir notre épisode sur la question du développement de ces vaccins et notamment sur les pratiques d'expérimentation qui ont lieu sur les animaux, puisque la recherche en fait sur les maladies repose largement sur l'expérimentation animale, souvent présentée comme indispensable pour anticiper les crises. Qu'est-ce que cela nous dit de nos rapports aux autres espèces vivantes et quels problèmes éthiques cela pose? Plus largement, quelles seraient les alternatives qui pourraient se présenter à nous pour arrêter de prendre les animaux pour des cobayes? Alors, dans la bande dessinée, on a un moment de réflexion éthique autour des singes, puisqu'on rappelle que le virus Ebola, qui est apparu en 1976 en Afrique centrale, a été donc découvert sur des primates, je crois que c'est des chimpanzés, et que du coup, le commerce de viande de brousse a été donc incriminé comme potentiel transmetteur de ce virus très très létal pour les humains. Mais on ne s'en tient pas à ce récit classique sur une pratique supposée sauvage, mais on rappelle qu'il y a une forte disparition des primates non humains et notamment des chimpanzés en Afrique, qui rend le scénario d'une émergence virale depuis un primate en Afrique peu probable, même si effectivement le virus du sida est passé depuis des primates dans les années 20. Et en même temps, ça nous amène à réfléchir justement sur les maladies que nous partageons avec les primates, puisque c'est quand même les mammifères qui sont les plus proches de nous du point de vue de l'évolution, et c'est pour ça qu'un certain nombre de maladies sont effectivement étudiées sur des primates. Par exemple, pour le sida, tous les traitements pour le sida ont d'abord été expérimentés sur des primates. Et j'ai pas beaucoup travaillé sur l'éthique des pratiques cliniques d'expérimentation, mais j'ai pu effectivement discuter avec des gens qui inoculaient des primates et disaient que c'était effectivement très très difficile parce qu'on voit immédiatement les effets de la maladie sur l'organisme. Il faut prendre soin de ces patients, même si à la fin on va les euthanasier. Certains ont des formes de mise en retraite, mais c'est quand même dans des conditions très difficiles. Donc voilà, il y a un problème éthique avec l'expérimentation sur des primates qui se pose pas sur des souris, qui sont l'animal d'expérimentation de base. Alors, pour ce qui est des vaccins, il faut rappeler que les vaccins, à l'époque de Louis Pasteur, étaient élaborés sur des lapins. Le vaccin contre la rage, c'était transmission sur de la moelle de lapin. Alors, il y avait le sérum qui était fabriqué sur des chevaux, parce que les chevaux sont plus gros. Donc, si on leur transmet un microbe, ils vont le répliquer et ensuite on va pouvoir prendre leurs anticorps. Donc ça, c'était considéré comme non problématique à l'époque. Aujourd'hui, on fait plus ça. Il y a beaucoup de vaccins qui sont encore fabriqués sur des œufs. Et donc là, il y a une industrie énorme de production d'œufs sur laquelle on va pouvoir cultiver un virus de façon à produire la partie du virus qu'on va ensuite pouvoir extraire. Alors, ça, c'était justement dans les années 80-90, quand j'ai pu suivre les origines du vaccin de la grippe aviaire. Alors, du coup, on ne pouvait pas fabriquer du vaccin contre la grippe aviaire dans des œufs. Donc, ça posait des problèmes techniques. Et alors, maintenant, avec les techniques d'ARN, on est vraiment dans la chimie de laboratoire où il n'y a plus tout cet équipement animal. Donc voilà, on expérimentait les vaccins sur des animaux. On fabriquait du vaccin avec des animaux. Aujourd'hui, on est dans des pratiques de plus en plus en laboratoire, mais l'expérimentation se fait toujours sur des animaux. Alors, donc c'est toute la différence entre le cobaye et la sentinelle. C'est que le cobaye, il est mis en laboratoire pour expérimenter un type de pathogène spécifique. La sentinelle, elle est laissée dans son environnement pour pouvoir justement capter un maximum d'informations
biologique. Donc voilà, si je pouvais répondre à votre question qui est compliquée, je dirais un peu moins d'animaux cobayes, un peu plus d'animaux sentinelles. Puisque vous disiez dans votre réponse précédente qu'il y avait une difficulté pour les scientifiques de devoir euthanasier les animaux, ça me permet d'introduire la question des affects, qui transparaît un petit peu dans la BD, parce qu'en fait, la vache, elle est très triste quand elle arrive à la barre, et elle est remplie d'émotions, elle n'arrive pas à prendre la parole. On parle beaucoup des sentiments des animaux, mais quid des sentiments des agriculteurs qui doivent abattre leur bétail, et quid aussi des scientifiques qui donnent la mort et qui voient des animaux malades et puis mourir. Alors ça, c'était une autre vertu de la bande dessinée, c'est de pouvoir utiliser des outils visuels pour rendre visible et sensible cette question des affects animaux, de la souffrance animale, qui est une souffrance partagée avec ceux qui soignent et s'occupent de ces animaux. Je vais commencer par les rats, parce que c'est intéressant, les rats, à la fin, donc transmetteurs de la peste, les rats prolifèrent, ils débordent littéralement l'image, et ils arrivent à la fin, parce qu'on rappelle que toutes ces mesures sur les zoonoses ont été mises en place, en fait, au début du XXe siècle. Sur les rats, quand on a découvert que les rats étaient des réservoirs de la peste, de la bactérie Yersinia pestis, et d'une certaine façon, pour les rats, c'était facile, parce que les rats, c'est la population nuisible, c'est le commensal dans les villes, qui est signe de saleté, dans des environnements non hygiénisés. Donc, détruire des rats au début du XXe siècle, c'était juste un prolongement des mesures d'hygiène du XIXe siècle. Et on n'a pas d'empathie pour les rats. Surtout les rats noirs, ceux qui sont arrivés justement d'Asie, qui prolifèrent. Et du coup, ça a été beaucoup plus compliqué dans l'histoire de la gestion des zoonoses, d'appliquer ces techniques de contrôle à des populations avec lesquelles on partage des affects, comme les bovins, les primates, justement, avec lesquels il y a immédiatement de la sympathie. Les cochons aussi, avec lesquels on a beaucoup de ressemblances physiologiques. Et puis les volailles, même si les volailles ont une durée de vie beaucoup plus courte et que c'est plus difficile de s'attacher à une volaille que de s'attacher à un cochon ou un bovin. Donc au moment de la vache folle, où il y a eu ces abattages massifs, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'images d'éleveurs qui pleuraient en même temps qu'ils envoyaient leurs vaches à l'abattoir. Et on dit d'ailleurs que les vaches ont parfois des larmes. Alors, c'est pas forcément lié à des émotions, mais en tout cas, on n'a pas observé des larmes sur des volailles. Donc, ce motif des larmes partagées était important dans l'imagerie. Alors, pour ce qui est du poulet, là, c'était plus... C'est une autre technique visuelle qu'a adoptée Héloïse. C'est qu'elle montre à quel point nous avons réduit les fiers coqs qui vivaient à l'état sauvage en Chine il y a 7000 ans à des espèces d'animaux stupides, obéissants, qui n'arrivent même pas à répondre à la question du juge et qui se laissent effectivement amener à l'abattoir, vacciner sans opposer de résistance. Donc tout ce domaine des affects animaux, ça permet à nouveau de réfléchir à cette agentivité animale, cette capacité de résistance aux mesures de contrôle et justement peut-être qu'on fait parler les animaux à travers les virus qui nous transmettent parce qu'on les a réduits à des marchandises qui ne parlent plus ou qui ne s'expriment plus par des émotions. Donc la vache folle, c'était effectivement le point de cristallisation de cette question de l'émotion partagée. Ouais. Alors, vous avez mentionné tout au début de votre réponse les rats et les rats qui sont vus comme des nuisibles. Et donc, justement, je voudrais qu'on revienne sur cette notion de nuisible, qui d'ailleurs ne concerne pas que les animaux, qui est aussi employée pour les plantes et qui est employée par des instances internationales. Il y a des classifications qui sont établies sur qui est considéré comme nuisible ou pas. Comment un animal en vient concrètement à être qualifié de nuisible? Comment cette catégorie, elle s'est formée et elle évolue à travers le temps. Et qu'est-ce que ça, aussi cette classification, ça dit de notre manière de hiérarchiser le vivant, mais aussi de notre rapport, notre conception au vivant. Oui, alors on prête un propos à Jean-Denis Vigne, qui est donc archéozoologue au Muséum national d'histoire naturelle, selon laquelle la distinction entre animaux bénéfiques à l'homme et animaux nuisibles est une distinction récente, qui vient
peut-être, j'en ai pas la preuve formelle, mais du droit du 19e siècle, et qu'elle ne rend pas compte de la longue évolution des rapports entre les humains et les animaux, notamment à travers des formes de commensalité, puisque les rongeurs ont accompagné les humains dans leur expansion sur la planète, sur des bateaux, pour aller dans des îles où on ne les trouvait pas auparavant. Et effectivement, donc, la distinction entre nuisible et utile, moi je l'ai vu dans des ouvrages portant sur l'ornithologie du 19e siècle, et notamment l'ornithologie allemande. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ce serait lié à des obsessions du droit allemand, mais en tout cas, il y a vraiment, dans les pratiques d'ornithologues allemands au 19e siècle, on ouvre les ventres des oiseaux, et on voit ce qu'ils ont mangé, et s'ils ont mangé des insectes qui sont eux-mêmes nuisibles pour les récoltes, là ils deviennent pas nuisibles, ils deviennent utiles. Et au contraire, s'ils ont mangé des graines que les humains souhaitent récolter, là ils deviennent nuisibles. Donc c'est vraiment lié à une certaine conception de la propriété, de la récolte, de la façon dont l'humain valorise son environnement, que cette distinction s'est construite. Mais en fait, du point de vue de l'archéozoologie, c'est vraiment la distinction entre espèces commensales et espèces adventices, on pourrait presque dire. C'est-à-dire, effectivement, les humains apportent avec eux tout un ensemble d'espèces qui ont besoin de leur environnement, y compris les chiens, par exemple. Et puis il y en a d'autres, au contraire, qui n'ont pas du tout besoin des humains. Les chauves-souris, par exemple. Les chauves-souris ont leur propre façon de se diffuser sur la planète. Voilà, donc c'est un peu le détour qu'on fait par l'évolution, pour dire, du point de vue de l'évolution, les espèces ont une valeur, justement, dans leur capacité à se développer en plusieurs espèces sur la planète, indépendamment des services qu'elles rendent aux humains. Sur une page, vous mentionnez le fait qu'il y a assez peu de pathologies qui se transmettent entre animaux domestiques et humains. Donc on pense aux chiens et chats. Je pense que tout de suite on a en tête aujourd'hui les images d'extrême domestication, de rapports de proximité aussi complètement marchand qu'on peut avoir, enfin tout le marché marketing qu'il y a autour de ces animaux domestiques. Et en même temps, j'ai en tête la façon dont, par exemple, en Turquie ou au Moyen-Orient, on a traité les chiens errants, les chiens de rue, qu'on a abattus aussi en masse, dans des parallèles avec les vagabonds, et donc avec derrière cette idée de nuisibles, alors qu'ils n'étaient pas forcément porteurs de maladies. Oui, ça, le contrôle des chiens errants en ville, ça a été une grosse partie de la biopolitique urbaine, des gouvernements européens, coloniaux. Le contrôle de la rage par Louis Pasteur était un moment final, en quelque sorte, de cette longue histoire, puisque c'était le chien sauvage qui mordait le bon paysan, mais ça se passait en Alsace, donc il y avait aussi toute une construction de la nation française contre les chiens sauvages à la frontière, et donc il y avait vraiment l'idée qu'avec la vaccination contre la rage, les chiens allaient devenir des gentils compagnons domestiques. On en est même effectivement au stade où on peut vacciner des renards contre la rage. Donc voilà, l'idée que alors qu'il y a encore des problèmes autour de la rage en Afrique, par exemple, et qui sont perçus très différemment d'ailleurs, selon qu'on est expert d'une organisation internationale qui fait des statistiques de la rage, ou qu'on vit avec les chiens en distinguant ceux qui sont amis et ceux qui sont dangereux. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut un regard à la fois historique et anthropologique pour comprendre comment on en est arrivé à cette idée que les chiens sont nos sympathiques compagnons. Et d'ailleurs, si on travaille vraiment sur les chiens dans des espaces domestiques aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas la maladie infectieuse, c'est la maladie mentale. Il y a des anthropologues qui ont montré comment il y a une consommation de psychotropes pour les chiens, où on ne sait plus qui soigne l'autre, en quelque sorte, si c'est le chien qui soigne l'humain ou l'humain qui attribue sa maladie mentale au chien. Mais les vétérinaires aujourd'hui se plaignent un peu du fait qu'ils ne soignent plus des vraies maladies, mais ils soignent beaucoup des maladies mentales entre chiens et humains. Pour les chats, il y a encore quelques maladies infectieuses à contrôler, la toxoplasmose, parce que les chats sont beaucoup plus furteurs en quelque sorte, et les chats sont plus à distance des humains. Mais voilà, le chien, c'est très intéressant comment on
a construit cette relation affective très forte. D'ailleurs, Donna Haraway, qui est une des papesses d'études multi-espèces, a des textes très beaux sur justement tout ce qu'elle partage avec son chien, y compris d'ailleurs des substances toxiques qui peuvent être dans son environnement. Donc voilà, il faut pas hésiter quand on regarde les affects entre les humains et les chiens, d'y introduire cette longue histoire des pathogènes, des produits toxiques. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des politiques sanitaires communes mondiales quand on peut s'imaginer qu'il y a des rapports, des régimes de relations aux animaux qui sont très différents d'un pays à l'autre, et aussi peut-être des façons d'appréhender les zoonoses très différentes? La maladie n'occupe pas forcément les mêmes places dans tous les pays du monde, non ? Alors, on relaie effectivement la vision du monde qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé animale, qui elle-même est très ancrée dans une vision de la santé animale française, puisque cette organisation est basée à Paris depuis 1920, et qu'elle s'appuie sur le contrôle de la grande maladie animale du XVIIIe et XIXe siècle, qui était la peste bovine, qui a été contrôlée par l'éradication en 1920, et ensuite elle a d'abord été éradiquée par une coordination des systèmes de surveillance, et ensuite par une vaccination en 2001. Donc il y a quelque chose qui a fonctionné autour de la peste bovine, qui n'est pas une zoonose d'ailleurs, et que cette organisation essaye d'appliquer à d'autres maladies. Alors pour la grippe aviaire, ça a assez bien fonctionné, puisque ça s'est diffusé au monde entier, sauf que les intérêts agricoles sont tellement importants que souvent les États préféraient protéger leur filière que rapporter des cas à l'Organisation mondiale de la santé ou à celle de la santé animale. Donc là, justement, tout le travail que j'ai fait, c'était de suivre au cours des 20 dernières années la façon dont la Chine, qui était le mauvais élève de la gouvernance globale des épidémies en général, est devenue le bon élève, notamment en plaçant à la tête de ces organisations internationales certains de ses ressortissants. Et qu'aujourd'hui, les États-Unis, qui étaient le bon élève, sont devenus le mauvais élève avec la présidence Trump. Donc c'est des rapports de force qui changent. C'est aussi effectivement des visions du monde européennes qui résultent de 2 siècles d'hygiène dans les villes européennes, qu'il faut pouvoir adapter à chacun des pays du monde qui essayent de reproduire des formes d'État et de contrôle européennes, mais avec des organisations de l'élevage et de la conservation de la vie sauvage très différentes. Donc voilà, ça c'est tout le champ pour des enquêtes anthropologiques, c'est d'arriver à voir ces différentes formes de traduction. Mais le message de l'OMS et de ce qu'on appelle l'OMSA, c'est que la santé publique est un bien mondial. Voilà, la santé publique est un bien commun, un bien mondial. C'est pour ça qu'il faut aussi encadrer la production de vaccins, de façon à ce que les intérêts économiques ne l'emportent pas sur cet intérêt général. Tout au long de la BD, au milieu des planches du procès, on suit aussi un personnage qui est en train de rouler dans un camion, dont on découvre l'identité assez tardivement en fait, et donc d'ailleurs pour les personnes qui le connaissent, donc il s'agit de Mike Davis, on est aussi assez surpris de découvrir que c'est Mike Davis qui est au volant de ce camion. Et à la toute fin de la BD, il nous dit que nous sommes libres de continuer dans la même direction ou bien de bifurquer. Comment bifurquer, comment avoir des prises sur la révision de nos modèles de production, comment transformer nos rapports aux maladies et nos rapports aux animaux sans tomber dans des écueils paranoïaques ou hygiénistes. J'ai souhaité mettre en scène Mike Davis parce que initialement la demande de la découverte c'était de me mettre en scène moi, puisque c'est le principe de la série, c'est d'avoir un chercheur ou une chercheuse en sciences sociales qui explique comment il ou elle est arrivé à faire des hypothèses sociologiques ou anthropologiques, et j'ai préféré donc mettre en scène ce géographe qui a eu effectivement la vision très tôt, en 2005, du lien entre les zoonoses et le développement du capitalisme, puisqu'il enseignait à ce moment-là la géographie à l'Université de Californie à Los Angeles, mais après avoir eu une longue carrière de camionneur, de travailleurs dans des abattoirs, de militants socialistes aux États-Unis. Il a tout un ensemble de livres très connus sur la façon dont Los Angeles s'est construit dans la peur réelle ou
fantasmé de menaces écologiques. Et aussi sur l'histoire du colonialisme britannique qui a produit des famines qui ensuite ont été utilisées comme moteur du développement de la colonisation. Donc en 2005, il a ce livre qui s'intitule The Monster at Our Door, qui a été traduit pendant la pandémie de Covid d'ailleurs, avec je crois un texte d'actualisation, et lui-même est mort je crois 1 ou 2 ans après la pandémie. Et donc on a pris ce fil du voyage de Mike Davis tout au long de la BD, où il entend le procès des animaux et il se déplace sur le territoire américain, donc de Boston à Los Angeles. Il parle à différentes espèces, où il les regarde, où il ressent beaucoup d'émotions, il est frappé. Il y a un point que j'aime bien où il rentre dans un dîner au milieu des États-Unis et il voit les hommes se transformer en singes, et il fait référence à Karl Marx qui disait « Seul l'homme est capable de penser son aliénation au travail ». Et il dit justement Preston Marx, qui est un virologue qui a travaillé sur les origines du virus du sida, nous dit que nous pouvons aussi communiquer avec les singes par des virus. Je m'amuse à lui prêter certaines idées qui m'intéressent, mais en même temps, moi, j'ai très tôt, quand j'ai commencé en 2005 à m'intéresser à ces sujets, son livre a été extrêmement important pour moi. Donc cette idée de bifurcation, ça c'est une idée d'Héloïse à la fin, que j'ai trouvé géniale, parce que visuellement, on voulait pas finir sur Los Angeles, même si effectivement, lui, c'est là où il a fini sa vie. On aurait pu faire exploser la ville. Et donc son idée, c'était justement que cette ligne, il fallait qu'elle s'interrompe et qu'il bifurque. Donc il part vers le nord, où il y a effectivement pas mal de communautés alternatives là, qui essayent des formes d'organisation de l'agriculture intéressantes. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est effectivement apporter un certain nombre d'informations sur justement ce lien entre le développement du capitalisme, domestication des animaux, émergence des zoonoses, de façon à laisser justement les lecteurs libres. C'est vraiment le message en fait. Alors libre de quoi ? Libre de changer leur mode de vie, libre de s'engager dans une association de protection de la nature, libre au contraire de travailler dans une agence d'experts qui va au niveau international ou national essayer de pousser ses agendas One Health. Voilà, on essaye d'être pas prescripteur, mais c'est vrai qu'il y a un ton un peu catastrophique dans la BD, ne serait-ce que par les images un peu effrayantes. Et donc, c'est effectivement l'idée d'arriver à une forme de prise de conscience. Enfin, on a eu la chance d'être publié dans la même série que le livre de Bruno Latour et Squarzoni, cette BD, en fait, qui prend la suite d'une précédente BD de Squarzoni, dont beaucoup de personnes que je connais dans le milieu militant disent que ça a été une prise de conscience. Donc voilà, sans prétendre à ce niveau de mise en alerte, c'est vrai qu'on avait envie de faire une BD un peu prise de conscience, voilà, tout en laissant la liberté. Et avec cette idée, effectivement, que la pandémie de Covid a été un moment d'interruption globale de cette activité par un virus zoonotique, et donc il fallait prolonger cette prise de conscience. Il y a un moment où il est écrit « La société industrielle engendre un monstre que le droit ne sait pas traiter ». D'ailleurs, ce serait intéressant de revenir sur cette notion juridique, enfin cet encadrement juridique. Qu'est-ce que le droit ne sait pas traiter ? Ça me fait penser à tout le travail de Camille de Toledo, de l'Internationale des rivières, Mathieu Duperex aussi. Il y avait eu un procès fictif d'ailleurs, sur les rivières. Donc on reprend la forme du procès à nouveau. C'est peut-être pas anodin. Alors, cette phrase qu'on met dans la bouche de Mike Davis, c'est en fait un petit clin d'œil à Michel Foucault, qui dans les Anormaux, je crois, dit la psychiatrie s'est portée au chevet des monstres, mais elle n'était pas capable, la psychiatrie, et elle s'allie avec le droit pour classer justement les monstres, mais elle n'est pas capable de faire ce classement, et donc les monstres vont continuer à inquiéter le dispositif psychiatrique. Voilà, jusqu'à, pour lui, l'éclatement de la folie dans l'antipsychiatrie des années 60. Donc c'était un peu cette même idée, en fait. C'est de dire, bon, on prend la forme fictive d'un procès, mais il ne s'agit pas du tout de donner des droits aux animaux ou de prescrire des bonnes formes de vie avec les animaux. L'idée, c'est plutôt justement d'encourager les lecteurs à s'en remettre à leur propre jugement, en quelque sorte, et de ne pas attendre du personnage de la justice qui est complètement débordé, en fait, par la question, de ne pas attendre une solution juridique. Alors,
c'est vrai qu'il y a d'autres formes fictives qui essayent d'aller jusqu'au bout, de donner des droits à une rivière. Ça, c'est vraiment, moi, une réflexion personnelle que j'ai avec les militants de la cause animale, c'est que attribuer des droits aux animaux pour les libérer, je trouve que c'est une forme un peu trop eurocentrée. Parce que j'ai travaillé justement en Chine avec des bouddhistes qui libéraient les animaux et c'était à la fois très beau et en même temps ça posait d'autres problèmes écologiques. Donc voilà, c'est aussi une forme de scepticisme de ma part sur la solution du droit des animaux. Et du coup une ouverture à l'invention de d'autres formes de relations qui... Et là je confesse, cette espèce de romantisme foucaldien qui libère le potentiel sauvage des animaux. Plutôt que de les enrôler ou de les encadrer dans un dispositif juridique. Alors désolé, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc vous aviez donné, là, il y a quelques minutes, quelques informations sur la vie de Mike Davis. Il a eu plusieurs casquettes. Donc ça me fait penser à l'extrait d'ouvrage que vous nous avez communiqué, qui est une citation de Nikolai Boukharine, qui est citée dans un ouvrage de Paul Nizan qui s'intitule Les chiens de garde, qui est publié initialement en 1932 et réédité chez Agone en 2001, dont on va faire tout de suite la lecture. C'est ainsi que s'est réalisé un type d'homme qui, tout en étudiant la philosophie, sont de garde la nuit un fusil à la main, qui discute les problèmes les plus hauts et 1 heure après, coupe du bois, qui travaille dans les bibliothèques et qui travaille dans les usines. Merci beaucoup. Alors pourquoi avoir choisi cet extrait ? Alors j'ai choisi cet extrait parce que j'ai relu récemment donc, Les chiens de garde de Paul Nizan pour un séminaire que je faisais sur l'affaire Dreyfus dans la pensée scientifique française. Et j'étais resté sur l'idée que Nizan critiquait donc les philosophes bourgeois de son époque comme des chiens de garde, au sens où il protégeait un dogme bourgeois contre les menaces révolutionnaires, en quelque sorte. Et en fait, en lisant cette citation, j'ai mieux compris que le propos de Paul Nizan, c'est que tous les philosophes devraient être des chiens de garde. Il y a des bons chiens de garde et des mauvais chiens de garde. Les mauvais chiens de garde, c'est comme Brunswick, celui qui reste dans la Sorbonne et qui se contente justement de répéter les mêmes idéaux. Et le bon chien de garde, c'est celui qui va à l'usine et qui voit les transformations du prolétariat et qui garde le fusil à la main. Et ça a été assez peu compris justement dans la lecture de Nizan par Sartre notamment, qui ont plus tourné ça vers une forme de socialisme révolutionnaire, alors qu'il y a chez Nizan une dimension anarchiste et avec cette idée justement que nous sommes tous entre nous dans des relations de proie et de prédateur, donc il faut être toujours aux aguets, aux affûts. Donc ça me semble effectivement éclairer le travail de Mike Davis, qui s'inscrit dans une longue tradition anarcho-syndicaliste aux États-Unis, qui n'est donc pas un socialisme universitaire, c'est-à-dire qui ne prétend pas éclairer le peuple depuis un discours académique, moralisateur, mais qui vraiment justement va dans les abattoirs, les fermes, pour essayer de comprendre cette nouvelle forme du prolétariat, voilà, que serait ce vivant transformé par le capitalisme industriel. Donc cette idée que le militant marxiste, géographe universitaire est un chien de garde, je trouve ça très intéressant d'inscrire effectivement Mike Davis dans cette généalogie. Quelques mots quand même sur l'écriture alternative, puisqu'il s'agit d'une bande dessinée ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce processus de création ? Alors moi j'ai effectivement une forme d'écriture en sciences sociales qui est déjà en elle-même assez diverse, puisque j'écris de l'histoire des sciences sociales, j'essaie de faire de l'ethnographie, et puis j'utilise aussi du matériau historique avec un côté... donc mêler l'histoire des sciences sociales et l'histoire des sciences biologiques, écologiques. Donc animé par un même problème qui est de comprendre ce qui se passe avec les zoonoses et d'ouvrir effectivement des questions, des possibilités. Donc mon mode d'écriture est lui-même compliqué par toutes ces différentes disciplines que je dois essayer d'articuler entre elles. Et donc j'étais très heureux de la possibilité d'exprimer cette question au moyen d'un médium visuel qui est celui de la bande dessinée. Alors j'avais pu le faire justement avec l'exposition, qui est un autre médium où là on prend des objets dans des collections muséales. L'exposition, c'est très lourd parce que il faut faire des choix, rédiger des cartels et même mobiliser des espaces pendant un temps limité. La bande dessinée, c'est
extrêmement souple, au sens où on fait exister un objet qui circule, alors qu'il demande énormément de travail de la part de la dessinatrice, mais du point de vue du scénariste, c'est assez léger en fait. Il faut arriver juste à concevoir une trame. Après, les dialogues, justement, on les a beaucoup travaillés ensemble pour que ça passe. C'est-à-dire qu'il soit à la fois précis scientifiquement et agréable, suggestif pour le lecteur. Donc c'est effectivement une coproduction. Héloïse Choix est quelqu'un qui travaille depuis une dizaine d'années sur tout un tas de sujets allant du 11 septembre 2001 vers le microbiome, les troubles de l'attention. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement informé sur des sujets qui intéressent les sciences sociales, les questions aussi sanitaires. Et j'ai senti qu'il y avait, en tout cas chez elle, une demande d'information. Elle a beaucoup lu, on n'a pas beaucoup partagé de références. Et un vrai engagement, une vraie contribution sur l'écriture du scénario, les idées visuelles. Donc ça produit effectivement une forme d'écriture alternative qui est complètement coopérative, et ça j'en suis vraiment très heureux, et qui, j'espère que c'est ouvert à plus de lecteurs que ceux qui ont le temps de lire un gros livre de sciences sociales comme ceux que j'écris. Combien de temps on met à peu près pour produire une BD, en comparaison aussi avec combien de temps on met à rédiger un ouvrage? Rédiger un ouvrage, c'est très variable en fonction de la difficulté du sujet, du moment de maturation, de la réflexion. Donc je ne pourrais pas vous donner des chiffres, mais là, pour cette bande dessinée, on est plutôt sur 2 ans entre la rencontre de l'auteur et de la dessinatrice et la publication. Sachant que il y a une phase de scénario qui dure à peu près 6 mois, et il y a une phase de réalisation qui dure 9 mois, et donc tout un tas de préalables pour être sûr qu'on est d'accord avant. Voilà, donc c'est à peu près 2 ans. Et donc du coup, par rapport à la réalisation d'un livre en sciences sociales, je dirais que c'est presque la moyenne. c'est pas plus rapide, ça prend quand même beaucoup de temps. Et puis surtout, il faut beaucoup y revenir. C'est pas comme un fil qu'on tire toute la journée en écrivant ses pages. Et puis en termes de tirage, c'est aussi assez différent. Un livre de sciences sociales, si ça atteint les 2000 exemplaires, c'est formidable. Un livre comme celui-ci, ça commence à 4000. Et on espère arriver un peu plus. Si ça marche, ça peut aller jusqu'à 10 000. Donc on touche un public beaucoup plus large. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur pourquoi cette forme, pourquoi l'exposition comme forme d'écriture alternative? Alors, l'exposition, c'était un peu un hasard. C'est que j'ai eu la possibilité de travailler au musée du Quai Branly, donc j'ai appris à travailler avec des conservateurs. J'ai vu beaucoup plus d'expositions que ce que j'allais voir quand j'étais en dehors du monde de la culture. J'ai appris à utiliser ce médium et c'est pas accessible facilement pour les chercheurs en sciences sociales, parce qu'il y a vraiment tout un tas de contraintes proprement des musées. Mais par contre, une fois qu'on a ce médium, c'est formidable parce qu'on peut jouer sur la matérialité des collections, les formes justement d'écriture en art contemporain, où on joue sur le son, la vidéo, ou des formes carrément de performance interactive. Donc c'est très très ouvert, et j'aimerais bien continuer à faire ça, y compris d'ailleurs en travaillant directement avec des artistes sans forcément passer par un musée qui a ses propres contraintes. Je vous propose tout de suite que l'on écoute un morceau d'Alain Souchon et Laurent Voulzy qui s'appelle « L'oiseau malin ». Pressentant comme un danger. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a les
leur bureau protégé n'entendent pas l'oiseau qui chante, n'entendent pas l'oiseau chanter, pressentant comme un danger. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a laissé au bord du chemin, rêveurs rêvant le monde meilleur, ils voient la colère monter dans leur cœur. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, chante, chante un petit oiseau malin qui monte au ciel, qui plane et qui pique au-dessus des royaumes et des républiques. Le monde de demain, il est dans leurs mains, les mains de ceux qui n'ont rien dans leurs mains. Rêveurs rêvant le monde meilleur, ils voient la colère monter dans leur cœur. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, chante, chante un petit oiseau malin qui monte au ciel, qui plane et qui pique au-dessus des royaumes et des républiques. Prenez garde, oh, prenez garde. C'était L'Oiseau malin d'Alain Souchon et Laurent Voulzy. Pourquoi ce titre Alors, j'aime beaucoup Alain Souchon et Laurent Voulzy. Je trouve que c'est des grands musiciens, des grands paroliers. Mais il se trouve que j'ai chanté donc cette chanson dans un concert que j'avais organisé pour le 1er janvier 2020. et le lendemain de ce 1er janvier qui était mémorable, je chante très peu, hein, on m'avait demandé de participer à un petit concert et j'avais choisi cette chanson. Et le lendemain, donc ce 1er janvier 2020, je reçois un message d'un collègue qui travaille sur les zoonoses, donc qui est un anthropologue britannique, et qui me dit bah, là, il y a un nouveau virus à Wuhan, en Chine, qu'est-ce que tu en penses ? Et je crois que je lui ai dit bon... De toute façon, depuis le temps qu'on nous dit qu'il va y avoir une pandémie qui vient de la Chine, j'y crois pas trop. Mais ce que j'aime bien dans cette chanson, la raison pour laquelle je l'avais choisie, c'est cette idée que donc nous sommes enfermés dans des tours. Il y a des traders qui pensent qu'ils contrôlent les flux commerciaux du monde entier. Et puis il y a l'oiseau qui vole à côté de ces tours et qui alerte en fait ceux qui sont dans les tours que quelque chose va se passer. C'est pour ça qu'il faut y prendre garde, au sens où il faut l'écouter, il faut être attentif à ce qu'il nous dit. Et donc voilà, ce jour-là, moi-même, je n'avais pas été attentif au vol de la chauve-souris à Wuhan, d'autres l'ont été. Et donc moi, mon travail, ça a été plutôt de relier en fait tout ce qui s'est fait autour des oiseaux, où là je commence quand même à bien comprendre ces alertes autour des oiseaux, avec tout ce qui a été fait sur d'autres espèces animales. Et effectivement, on n'est jamais assez attentif à ces signaux d'alerte, mais on apprend à l'être, et disons que la chanson est une façon de partager aussi les signaux d'alerte. Alors juste avant de nous quitter, je vais vous poser la question traditionnelle qu'on pose régulièrement dans le podcast, qui est que faites-vous demain, Frédéric Quay ? Ah, c'est une bonne question. Demain, j'organise une journée d'études avec un anthropologue américain qui s'appelle Michael Herzfeld, autour de l'anthropologie européenne, puisqu'il est venu enseigner ce domaine à l'École normale supérieure, un peu par mon initiative avec d'autres. Et justement, je vais discuter avec lui de son travail qu'il a mené en Grèce dans les années 1980, sur le vol de moutons, et comment on vole des moutons dans un village de montagne grecque, en Crète.
Et je vais essayer de voir si ça peut s'articuler avec les recherches que je mène sur l'élevage de volailles en France. Et puis il y aura d'autres collègues qui viendront discuter avec lui. Donc ça, c'est une grosse partie de mon travail, c'est d'organiser des rencontres avec des collègues et d'essayer de voir comment nos différents objets peuvent se croiser. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, bonne journée d'études. Et puis, merci à nouveau d'avoir été dans Craquer l'époque. C'était un plaisir de vous avoir reçu. On referme cet épisode et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Merci. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaîté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Juliette Duclos-Valois. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.